Just ordinary people, we can do things. We can change the world. Bonjour, nous revoilà donc sur le plateau à la Maison de l'Image organisé par la Maison de l'Image et Résonance. On est ici dans le cadre des rencontres des cinémas d'Europe et on va parler de la place de la femme au cinéma. Mais avant tout, on va vous diffuser un petit reportage créé par un groupe de jeunes qui parle des lieux du festival. Et voici la librairie des rencontres. Située au centre Le Bourneau, cet espace, ouvert tous les jours durant les rencontres, vous accueille et vous propose une sélection d'ouvrages de DVD en rapport avec les invités, les œuvres, les thématiques abordées et l'actualité, tant cinématographique que photographique. Permettant d'échapper un moment à l'effervescence du festival, la librairie des rencontres n'en est pas moins un lieu vivant où vous pourrez trouver les réponses aux questions qui naissent au sortir d'une séance de cinéma, en découvrant l'ensemble des dossiers élaborés par les bénévoles de la Maison de l'Image sur les films et les invités de cette 23e édition. C'est là aussi que vous pourrez découvrir une exposition, rencontrer des auteurs et vous abandonner à une salutaire sieste littéraire. Oh Simone, tu te crois chez toi? Alors, entre deux séances, faites un détour autour du cinéma, venez à la librairie. Alors bonjour, je suis avec Michel Chambon aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Donc qui est responsable de documentation à la librairie des rencontres, d'accord, dans le cadre du Festival des cinémas d'Europe. Donc moi je voulais savoir, Michel, si vous étiez satisfaite un petit peu de la fréquentation. Alors c'est une année exceptionnelle. Oui. Je pense que nous à la librairie, on voit un peu moins de monde que d'habitude. Ça c'est clair. Mais on s'y attendait un peu de toute façon. Par contre, ça nous laisse du temps pour discuter. Ça c'est bien aussi. Et comment vous faites un petit peu pour vous faire connaître? C'est beaucoup du bouche à oreille. Et je partage aussi sur Facebook. Dans le village, je mets des affiches, j'en mets sur le village d'à côté, tout ça. Mais beaucoup de bouche à oreille en fait. D'accord. Mais c'est vrai que moi ce que j'ai apprécié ici, c'est l'ambiance. C'est-à-dire que j'adore vos images, j'adore votre canapé. On a une superbe librairie cette année et tout le monde le dit. Vous avez très bien décoré le lieu. Voilà. Merci beaucoup Michel. Merci à vous. Bonne journée. À la croisée des chemins entre le graphisme, le cinéma et le jeu vidéo, la réalité virtuelle place le spectateur au cœur de la narration. L'immersion dans une image à 360 degrés permet de voyager dans les univers les plus étranges, les plus étonnants, mais aussi les plus réalistes, selon le style et l'intention de l'artiste. De retour sur le plateau de la Web TV, nous allons maintenant accueillir Elisa Manoa et Véronique Lebris. Je vous en prie, vous pouvez venir vous installer. Bonjour. Installez-vous. Bonjour. Hop, vous avez votre micro à côté. Super. J'ai tout mon portable.
Allez-y. Ah oui, tout à fait. Moi aussi. Vous allez bien? Oui. Oui. Vous prenez Très votre bien. micro quand vous êtes. Donc Elisa, je vais vous présenter. Vous m'arrêtez si je me trompe, et sinon vous compléterez si j'oublie des choses. Vous avez étudié le cinéma à l'Université de Valence. Oui, c'est ça. C'est J'ai ça. fait une licence d'art du spectacle et de lettres modernes à l'université Stendhal. D'accord, et après vous êtes allé à Paris pour apprendre Et la après, production. voilà, j'ai fait une école de production sur Voilà. 2 ans. Et ensuite, maintenant, vous travaillez à Nord-Ouest Film, Nord-Ouest qui Film, a c'est produit ça. des gros films, notamment Jeux d'enfants. Oui, C'est ça, et Je veux bien ne t'en fais pas. Oui, c'est ça. Ouais. C'est une boîte de long métrage. C'est chouette, ça va être chouette comme métier. Ah, c'est très riche. Ouais, Et j'imagine. surtout Ouais. qu'on fait du long métrage, donc cinéma. Ok. On fait également de l'animation et on fait également de la télé. D'accord. On a produit récemment le premier film d'Alexandra Lamy pour TF1. Ok. Donc c'est chouette, Super. c'est assez riche. D'accord, super. Et là, vous êtes là pour nous parler de votre court-métrage, La jeune femme et la caméra, qui est diffusé aujourd'hui. L'horaire, c'est Je pense que ça va être 18h30, 18h45. c'est au... C'est au pendant- cinéma Le Navire, juste c'est pendant après le- Binaturel. C'est après. Voilà, C'est après. c'est Et ça. après, il y a une rencontre avec vous deux. Du coup, vous pouvez Exactement. nous parler de votre court-métrage? Oui, alors mon court-métrage, je l'ai réalisé il y a 2 ans. Il est surtout fait pour rendre hommage à Alice Guy et pour en faire parler, puisque donc c'est une pionnière du cinéma qui a été longtemps oubliée et qui enfin recommence à venir sur le devant de la scène. Donc voilà. Merci beaucoup. Et donc, une autre qui connaît bien Alice Guy, eh bien, c'est Véronique Lebris. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, je vais me permettre de vous présenter aussi. Allez-y. Donc, vous êtes journaliste et critique diplômée en Sciences Po. C'est très impressionnant. Il n'y a vraiment pas de quoi. Donc, vous avez dirigé le magazine Première. Ça, c'est encore plus impressionnant. Oui, oui, c'est vrai, je me suis occupée de la rédaction du magazine Première pendant un peu plus de 3 ans. Waouh. Vous étiez la première femme à vous occuper de ça ou- Non, il y avait eu il y a Michel Elberstadt aussi qui avait D'accord. été la rédactrice en chef, qui a maintenant une boîte de distribution assez connue qui s'appelle Harpe Sélection. D'accord. Mais non, je n'étais pas la première. Bon, on n'est pas très vous êtes nombreuses, pas non plus, ouais. mais je n'étais pas la première. D'accord. Donc, vous êtes un peu une spécialiste de la femme au cinéma. Et puis, vous avez fondé cinéwoman.fr, le premier web magazine féminin sur le cinéma. C'est important. Vous avez écrit des livres sur le sujet, mais surtout, vous avez fondé le prix Alice Guy en 2018. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est, comment ça marche? Oui, alors le principe du prix, c'est un prix qui a plusieurs objectifs. La première des choses, c'était de faire circuler le nom d'Alice Guy pour qu'il devienne un nom très courant, puisque mon ambition, c'est qu'Alice Guy soit aussi connue que Charlie Chaplin. Donc, vous voyez, D'accord. il y a un peu de travail, mais voilà, ça c'est mon ambition. Donc, et de montrer ces films aussi, en fait. Alors, donc, il y a une remise de prix qui a lieu au Max Linder, qui est un grand cinéma parisien, où on montre des films chaque année d'Alice Guy, quelques-uns. Jamais les mêmes pour que les gens puissent revenir et puis connaître, améliorer leur connaissance d'Alice Guy. Et c'était aussi, l'idée c'était quand même de récompenser en fait les réalisatrices, les films de réalisatrices, puisqu'elles sont... Alors, c'est la mauvaise année pour dire ça, parce que pour une fois, il y en a eu plein dans les palmarès, mais malgré tout, jusqu'à présent, il y en avait très peu. Donc je pense que le prix Alice Guy a aussi contribué en fait à forcer, enfin à faire prendre conscience de ça, que les réalisatrices étaient les grandes absentes des palmarès de cinéma. Or, quand vous n'êtes pas dans les palmarès, en fait, on ne vous connaît pas, parce que c'est vraiment un moyen de promotion qui est très, très important. Donc voilà, le prix Alice Guy, ça a la vocation de récompenser une réalisatrice, en fait un film de réalisatrice chaque année, et de le mettre en miroir avec l'œuvre d'Alice Guy, et aussi de prévenir les réalisatrices en leur disant, vous voyez, c'est pas une question de talent, elle était très douée, c'était formidable ce qu'elle faisait et on l'a quand même oubliée. Donc c'est bien de savoir faire, mais c'est bien de faire savoir aussi. Oui, c'est bien. Moi, j'ai découvert Alice Guy par le documentaire qu'on a regardé tous ensemble hier. Bah, c'est très bien. Bah ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien, mais surprenant. C'est vraiment surprenant. Les jeunes sont les meilleurs vecteurs, effectivement. Donc plus vous êtes jeune, plus c'est intéressant. Et en plus, manifestement, ça les intéresse. Donc Oui. c'est Ça formidable. nous intéresse. Tout de suite, alors on a un petit savant fou à côté. On s'est amusé à faire une petite chronique. Donc il a fait des recherches pour nous donner des chiffres, des statistiques par rapport à la place de la femme au cinéma. Ah bah parfait. Voilà, Génial. la chronique d'Emeric.
Eh bien, bonjour. Effectivement, grâce à vos chiffres, Véronique Lebris, et grâce à ma popcorn machine, j'ai pu avoir de nombreux chiffres sur la place des femmes dans le cinéma. On apprend sur votre site du prix Alice Guy qu'en 2018, seulement 22,6% de films ont été réalisés par des femmes. Et dernièrement, une étude du CNC, du Centre national cinématographique, montre que ce chiffre s'élève désormais à 25%. Donc, tout reste à faire, évidemment, mais dernièrement, de nombreux films ont été primés où des femmes ont été mises en avant, comme par exemple Julia Ducournau qui a remporté la dernière Palme d'Or en 2021 pour Titane, ou encore Audrey Diwan qui a obtenu le dernier Lion d'Or à la Mostra de Venise pour le film L'événement. Film d'ailleurs qui fait partie de la sélection ici aux rencontres des cinémas européens à Aubenas. Ces données mettent en avant un problème de représentation, mais celui-ci est-il devant ou derrière la caméra ? Je vous laisse pour que je puisse réfléchir à cette question et je reviendrai peut-être vers vous pour vous en reparler. Merci. On peut vous aiguiller sur le sujet si vous voulez. Ah bah, allez-y. Allez-y. Non, je vais juste revenir sur le chiffre que vous donnez du CNC. Bon, c'est bien, ils sont optimistes. Mais en grosso modo, la fourchette est de... Il y a effectivement entre 20 et 25% des films qui sont réalisés par des femmes, des films français qui sont réalisés par des femmes chaque année. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que depuis les années 80, ça ne progresse pas. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, bon, voilà, ça fait quand même 40 ans que ça n'a pas progressé, donc il est temps que ça change. Oui, effectivement. Vous voulez dire quelque chose ? Moi, je pense que justement de voir des films qui sont primés cette année et de prouver qu'une femme peut remporter des prix peut aussi aider les jeunes générations à se lancer et à se dire en fait moi aussi je peux y arriver parce qu'on a assez peu d'exemples finalement. Donc peut-être que déjà il y a un problème qui se crée au niveau des études et de l'engagement qu'on peut avoir en tant que femme à se dire j'ai envie d'être réalisatrice. Est-ce que ça va être compliqué ? Est-ce que je cherche plutôt un métier accessible ? C'est dans l'éducation du coup du cinéma, Je pense, ouais. oui. On peut le voir justement avec l'exemple d'Alice Guy. On en parle très peu à l'école, donc on a énormément d'exemples masculins. Et donc en tant que femme, on se dit, déjà on n'arrive pas à s'identifier et donc on se projette moins. Je pense que là, de voir des femmes qui ont eu des prix peut aider en tout cas les jeunes. Ça fait des exemples en fait. Ça donne un peu d'espoir. Ça donne de l'espoir, on arrive à se représenter, à s'identifier et à se dire qu'en fait c'est accessible. Donc je trouve que c'est une bonne chose. D'accord. Moi j'ai une question à vous poser. C'est nous, en tant que spectateurs, en tant que public, comment on peut agir nous pour faire changer les choses ? Parce que je ne sais pas si c'est le problème est interne ou s'il est aussi externe et qu'on peut nous agir. Il est à tous les niveaux le problème. Donc en tant que spectateur, vous pouvez aller voir des films. Alors évidemment, pas spécifique. Enfin, c'est rare qu'on fasse la démarche de lire des livres parce que ce sont des livres d'écrivaines. Mais quand même, ce serait intéressant, en tous les cas, d'accepter d'aller voir des films qui soient un peu différents. Et pourquoi pas, une ou deux fois par an, ne serait-ce que ça, ce serait déjà un geste très militant de se dire, bon voilà, moi je vais voir ce film-là, je vais voir un film de femme, en fait, un film de réalisatrice. D'accord. Et puis voilà, je vais voir ce que ça va donner. Et ce que je voulais vous dire sur le prix Alice Guy, par exemple, pour toutes les personnes qui vont regarder, et puis pour même vous qui êtes activiste, en fait, d'une certaine façon, tout le monde peut voter en fait au prix Alice Guy. Hein. C'est ouvert au public en général. Donc voilà. Et ça, c'est une façon aussi de forcer un peu le regard, parce que normalement vous devez voter pour 5 films de réalisatrices par an. Et vous allez vite constater que si vous avez vu 5 films de réalisatrices dans cette année, c'est vraiment que vous êtes très militant de la cause, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. D'autant plus, je rebondis juste sur ce que tu disais tout à l'heure. Je crois que dans l'étude du CNC aussi, il parle justement des budgets qui sont attribués aux femmes pour faire un film. Et en fait, du fait qu'il y ait peu de films de femmes, le public va moins voir de films de femmes, donc les budgets sont plus réduits. Et en allant au cinéma pour voir des films de femmes, les gens vont s'apercevoir qu'en fait ces films-là aussi sont vus et peut-être que ça va faire augmenter les budgets. On fera passer le message. Allez au cinéma du coup. Vraiment. Non mais c'est une solution. Surtout qu'en ce moment il y en a énormément, donc il faut en profiter. Voilà. Ouais. Alors juste pour poursuivre ce que disait Elisa, comme elles sont moins connues, comme on va moins les voir, en fait il y a une demande moins importante du public qui les connaît moins, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est des films qui se perdent aussi plus facilement parce qu'on les conserve moins.
on les restaure moins et c'est une spirale qui est vraiment très très négative pour les réalisatrices en fait. Donc effectivement, il faut se mobiliser d'une façon ou d'une autre. Il n'est pas question de tordre le bras à un des gens, mais essayer d'avoir au moins cette démarche un petit peu plus, pourquoi pas un peu plus ouverte, disons. Voilà, c'est se dire ça peut-être 1 ou 2 fois par an, effectivement. Tiens, je vais aller voir et s'apercevoir que c'est pas des films qui sont plombants. Hein. On peut se marrer dans un film de femme, quoi. Oui, c'est ça, c'est peut-être un peu connoté, ces films qu'on dit féministes, on dit ça va être dramatique. Et en fait, tous les films de femmes ne sont pas féministes, en fait. Hein. Oui, oui, mais c'est l'image qu'on en a, c'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est ça, en fait, je crois qu'il faut changer ce côté un peu réducteur des choses et qu'il faut se dire, bon voilà, je vais aller voir ça parce que le sujet m'intéresse, je vais aller voir un western parce que finalement, c'est une histoire... de conquête de l'Ouest qui est raconté un peu différemment et ça existe en fait. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Ah ben, on ira au cinéma. Jade, tu as un petit jeu à proposer. Tout à fait. Donc on vous a donné une enveloppe magnifique tout à l'heure. Oui. Qui nous interpelle d'ailleurs. Donc, rien de grave. Si vous pouvez l'ouvrir et nous dire un peu ce qu'il y a dedans, on est très contents. Alors, moi, je vais commencer par Agnès Varda. C'est plus facile. Voilà. D'accord. Donc, vous avez des images de femmes qui ont travaillé dans le cinéma. Et on va vous diffuser sur l'écran qui est là des images d'affiches. Et vous allez nous dire laquelle de ces femmes a travaillé dans ce film et à quel poste. Ok. Ah, ça, Agnès Varda, réalisatrice. La réponse est déjà donnée. Voilà, bravo. Agnès Varda, donc une image très importante de la nouvelle vague des années 60. C'est quasiment la seule femme, c'est la seule femme de ce mouvement qui a été vraiment reconnue. Je vais vous contrarier un petit peu parce que, en fait, elle a été précurseuse. De la nouvelle vague, notamment pour le film qu'elle avait fait avant qui s'appelle c'est ça qui s'appelle La Pointe Courte. Et puis et elle a jamais voulu être intégrée au mouvement de la nouvelle vague. Voilà. Donc elle est toujours restée à la marge, même si en fait elle a tourné évidemment selon les mêmes principes, etc. Et qu'elle connaissait très bien tous les réalisateurs de la nouvelle vague. Mais c'est une caractéristique essentielle ça, du cinéma européen. Tous les mouvements qui ont existé ont toujours été des mouvements exclusivement masculins en Europe, sauf le dogme. Au Danemark, en fait, dans les années dans les années 90, c'est tout. D'accord, merci beaucoup. On en apprend, c'est bien. Et donc la prochaine affiche. Ça, c'est pas facile. Ah si, c'est les sœurs Wachowski, en fait. Bravo. D'accord, les réalisatrices, Bravo. d'accord. C'est Lana et... Lily. Voilà. Lily et Lana. Ah, effectivement. Donc, moi, je les ai mieux connus à l'époque où c'était encore les frères Wachowski. Mais on s'est dit qu'elles avaient tout autant leur place ici sur ce plateau. Parce qu'elles sont des femmes aussi. Voilà. Tout à fait. Non, c'est vrai. Et donc, on peut passer à la suite, je pense. Alors du coup, je pense que c'est cette photo. Vous la connaissez? Non. Ah. Non. Alors, est-ce que vous voulez essayer de deviner à quel poste elle a travaillé sur ce film? C'est pas facile. Moi, je dirais réalisatrice, non? Ou chef-op? Non. Elle était script. On l'a c'est- reçue sur ce plateau il y a 2 jours. Oui, je l'ai interviewée en plus. Donc. Ah oui? Donc, Je ne connais pas sur la photo, en fait. Franchement, c'est... Ouais, ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Ah oui, en plus, elle est du coin. C'est Milena, en fait. Oui, C'est ça? elle est- Milena, D'accord. c'est Milena Les deux Bécard. vaisseaux. Milena me semble. Bécard. 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 C'est ça. Donc, qui est script. Et pareil, script, c'est un métier où il y a beaucoup de femmes et qui est très peu reconnu, en fait. Et Vous même- savez pourquoi il y a beaucoup de femmes? Parce que Oui. c'est très peu payé. et c'est- Non? Alors, Malheureusement, non, c'est... Non, mais c'est Mais- ouais, c'est pas l'explication, mais ça Oui. peut en être une, en Oui. fait. Milena nous a donc expliqué il y a 2 jours que c'était parce qu'au départ, c'était le réalisateur qui amenait sa secrétaire sur le plateau et qui a pris un peu ce rôle qu'on appelle maintenant script. Et c'est pour ça que ça s'est perpétué avec On des disait femmes. même script girl à une époque. Ah ouais. Il y a un autre poste comme ça dans le cinéma qui est très féminin, enfin qui est beaucoup plus féminin que les autres, qui est le montage.
C'est vrai? Oui, alors c'est un peu plus équilibré que Script. Un Script, ça doit être à 95% des femmes. Et le montage, c'est, disons, 50-50. Mais comme les autres métiers Oui. sont beaucoup moins Oui, féminins. C'est ça, je non. vois ce que vous voulez Et dire. vous savez pourquoi? Non, pas C'est du parce tout. que les machines de montage, en fait, au début du cinéma, ressemblaient aux machines à coudre. Donc, voilà. Ah, ouais. C'était de la couture, on tricotait les pellicules. D'accord, c'est D'accord. incroyable. Et bien, la dernière affiche, du coup. Du coup, il n'y a pas de suspense, mais... Agnès Jaoui, Bravo. réalisatrice Bravo. Et actrice. et actrice aussi, effectivement. Donc voilà, Agnès film. Jaoui, réalisatrice, actrice, scénariste, chanteuse. Donc une femme qui a fait beaucoup de choses. Et donc pour le goût des Ouais. autres, il y a aussi eu un César du meilleur film en 2001. Et puis je pense qu'on peut passer à la suite. Oui. Moi, ça va être une des dernières questions. Quel conseil vous donneriez à une femme qui veut rentrer dans le milieu du cinéma, que ce soit en tant qu'actrice ou derrière la caméra? Qu'elle y aille et Ouais. qu'elle croit en elle, qu'elle ait confiance en elle. Le Ouais. plus possible, mais en même temps, c'est pas que dans le cinéma, c'est que les femmes Oui. aient confiance en elles pour réussir à déjouer les barrières qu'elles auront, qui seront un peu plus nombreuses que celles que les hommes auront sur leur route. Mais il n'y a pas de raison. Si on a envie de faire quelque chose, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Faut continuer, quoi. Oui, oui, que si une personne veut faire quelque chose, elle peut le faire. Et si une femme a envie d'être réalisatrice, elle peut être réalisatrice. Il faut juste s'acharner, je pense. Mais après, en même temps, le métier de réalisateur, je trouve, est quand même assez difficile au-delà d'être une femme ou d'être un homme. Ça reste un métier qui est difficile d'accès. Et donc, dans tous les cas, je pense qu'il faut se battre. Vous y arrivez en tant que réalisatrice? Alors moi je fais ça à côté. Ouais, c'est vraiment, ouais, ouais. J'ai mon travail donc d'assistante de production et donc j'écris à côté. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que j'ai pas fait de grandes écoles. J'ai pas fait la Fémis particulièrement. Ouais. Et donc pour arriver à connaître du monde et à m'immiscer là-dedans, c'est un peu compliqué, mais j'y crois. J'ai vu, quoi, enfin, en faisant des recherches sur vous, que vous aviez écrit plein de scénarios, mais vous attendiez de les tourner. Oui, pour l'instant, c'est ça. j'écris, je fais des formations de scénario à côté et D'accord. j'attends de trouver une boîte de production pour qui m'intéresse, qui me plaît et qui aussi accepte de me produire. Ok. Voilà. Bonne chance. Bah oui, bonne chance. Et du coup, pour finir, on a une petite dernière question. C'est est-ce que vous avez un top 3 de films à conseiller ou qui vous ont inspiré? De films de réalisatrice. Ah, si vous voulez, c'est comme vous voulez. Oui, moi je conseille en premier l'événement du coup qui est dans votre festival parce que je l'ai vu cette semaine en avant-première et il m'a vraiment bouleversée. Et je pense que c'est un film important pour l'histoire. Il est aussi important pour la mise en scène et il est important aussi d'un point de vue politique de se rendre compte de la situation de la femme dans un tas de pays qui n'ont pas encore accès à l'avortement. Donc voilà, il m'a vraiment D'accord, ok. bouleversée, donc c'est pour ça que je le donne en premier. Et ensuite, Un film d'Alice Guy, évidemment, que ce soit La Fée aux choux, puisque là, ça prendra 50 secondes de votre temps, donc c'est quand même assez bref, mais toute la filmographie d'Alice Guy est vraiment très intéressante. Donc ça, c'est un incontournable et qu'il faut absolument que les gens voient, parce que les films sont très beaux. En fait, c'est pas forcément le meilleur film d'Alice Guy, mais quand même, que c'est une porte d'entrée. On peut conseiller aussi Madame a des envies, par exemple, ou les résultats du féminisme. voilà, aussi. par exemple, ou le film d'Elisa, en fait, qui est une évocation du travail d'Alice Guy. Moi, je vous parlerai, parce que ce que j'aime bien chez les réalisatrices, en fait, comme le métier est difficile pour elles, généralement, elles sont très, très audacieuses. Donc, elles font des films qui grattent un peu, qui vont là où ça fait mal, et depuis le début. Donc, il y a l'événement, effectivement, qui est un peu dans ce style-là, mais... par exemple, si vous voulez un peu bouleverser les consciences, vous pouvez aller voir Portier de nuit de Liliana Cavani, qui est un film que je vous laisse découvrir, mais vous allez voir, c'est D'accord. très... Ça pose des questions très importantes. Et puis peut-être Ida Lupino, qui est une actrice américaine, qui est devenue en fait réalisatrice et qui a réalisé le seul film noir en fait réalisé par une femme de toute l'histoire du cinéma, qui s'appelle Le Voyage de la peur, et avec les codes noirs très par exemple, voilà. Enfin, moi j'ai écrit un livre où il y en a 100, alors vous voyez, vous pouvez piocher dedans sans aucun problème. Oui, j'ai vu, c'est des 100 films. Voilà, c'est c'est 100 ça, films ouais. de réalisatrice, C'est ça, en ouais. fait. Et j'ai une question en fait, à vous poser. Est-ce qu'on peut trouver votre film sur une plateforme ou le louer ou... Non, faut aller voir, pour l'instant, il est encore bloqué. Par contre, vous pouvez le trouver en DVD.
Il Ah, est, ok. oui, Ça, c'est en fait, intéressant. il a été associé au film Binatural de Pamela Green. Ok. Et donc, le court-métrage est associé, il est en bonus dans ce DVD-là. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc Bah, vous on pouvez le savait trouver pas. là-dessus. Bah, on va le regarder après. Très bien. Merci. Bah, nous, on va recevoir après Ève Deboise. Je ne sais pas si vous connaissez Ève Deboise. Non, on a vu qu'elle était invitée, Voilà. son film est présenté demain, c'est ça. Bah, merci beaucoup d'être venu. Bah, Merci à vous. C'était un plaisir, un bon moment. Beaucoup. Et Et, bravo pour toute l'organisation. Mais merci de nous avoir appris toutes ces choses, c'était vraiment super intéressant. Ah bah, merci d'avoir été curieux, en tous les cas, c'est passionnant. On a fait. Et de réagir sur le sujet aussi et d'en parler. En fait, il faut en parler, c'est ça. Quoi qu'il se passe, il faut continuer le débat. C'est ça. Ok. Donc merci beaucoup. Merci à vous, bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Et nous, on va lancer donc un petit film d'adhésion à Résonance en attendant Ève Deboise. Tu te demandes sûrement, mais pourquoi diantre adhérer à Résonance? Parce que si t'as une tanche à la guitare, en adhérant à Résonance, tu deviendras illico, un tueur à la scie cordes. Ça ne te suffit pas? Tu veux une autre raison? Eh bien, si à chaque fois que tu lances une blague, tu fais un bide, après ton adhésion, toutes tes blagues feront mouche. Tu deviendras THE humoriste de ton quartier. Non, en fait, si tu adhères à Résonance, ce n'est pas pour ça. Au-delà de nous témoigner votre confiance en soutenant nos projets, adhérer à Résonance, c'est nous apporter de la crédibilité auprès de nos futurs partenaires financiers. En devenant adhérent, vous pourrez assister ou même participer à nos futurs tournages l'émission radio. et vous permettra de venir voter lors de nos prochaines assemblées générales. En bref, adhérer à Résonance, c'est prendre part et soutenir un média indépendant, ancré sur le territoire et ouvert à toutes et à tous. Vous pouvez adhérer en ligne sur Notre page LOSO notre page Facebook. ou bien par mail. Vous pouvez mettre le film? Bah, alors rebonjour, on attend toujours Ève Deboise. Elle va arriver d'un instant à l'autre, mais pour l'instant, on attend. On attend donc, si j'ai bien compris, avec un film, un petit film, ou pas? Voilà. Oui. Franchement, des fois, je n'ai pas trop compris, quoi. Bon, allez, on se casse. Je sais pas Mais du coup, t'en as pensé quoi de l'actrice? Bon, elle était sexy. Non mais son jeu d'acteur, sa place dans le film, j'en sais rien. Bon... Mais la place des femmes dans les films, t'en fais quoi? T'as le mec là, il est Il y avait une devant, porte et- ici avant? Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, risque d'ouverture d'esprit. Oh, une télécommande. Mise à nu. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur lecture? Les femmes. Dans le temps, elles savaient ce dont elles avaient besoin, je trouve pas. Eh ben, ça s'arrange pas, hein. Bah, de quoi tu te plains? Bah, au moins, elle est pas cachée derrière un homme, non? Et c'est ça. Et ben voilà! Une femme forte, de caractère, plutôt sexy. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Tu te fous de moi? C'est pas une femme, c'est un fantasme. Y'a que l'apparence qui vous intéresse, vous. Non, on parle de caractère. T'as déjà vu, en plus, Brad Pitt,
vidange de la voiture. Ouais, mais c'est une femme. Ah, elle a qu'à laver la vitre alors. Hein. On peut pas faire ça, c'est beaucoup trop réducteur. Bah, sauf si c'est cohérent avec son rôle. Ouais, mais les mecs ils viennent pas pour la cohérence. Hein. Ok, bon bah... On fait quoi alors du coup? Est-ce qu'on se poserait la même question si c'était un homme? Bah là, c'est une femme. Bah, dans ce cas, que ferait une femme d'aujourd'hui? Non mais attends, c'est pas une femme d'aujourd'hui. C'est que ferait ce personnage qui est mécanicien. Bon bah finalement, la place de la femme a pas mal évolué. T'inquiète, je suis sûr que c'est pas fini. Et puis c'est peut-être parce qu'on se pose la question aujourd'hui que demain, on n'aura plus à laisse se la la poser. poser. Bonjour, encore. On attend toujours F de Boise, c'est les soucis du direct, mais c'est pas grave. On a un super chroniqueur juste ici qui va nous faire une super chronique. La chronique d'Abric. Merci. Eh bien, tout à l'heure, je suis intervenu, bien sûr, pour les nouveaux chiffres de ma popcorn machine que voici. Et j'ai un petit quiz à vous proposer que je me suis procuré sur ce carnet de rencontres du festival. Et si vous le souhaitez, je peux vous proposer un petit QCM. Est-ce que si vous êtes d'accord d'y participer? Moi, je suis d'accord. Alors, je vais vous demander cette question. Quel est en moyenne l'écart de salaire entre les femmes et les hommes, réalisatrices, réalisateurs? Avec le micro, c'est mieux, ce qui paraît. Ah Tout oui. à fait, effectivement. Attendez, on me dit pense dans que l'oreillette tu peux- qu'est-ce qui se passe? Oula. Donc, est-ce que tu pourrais reposer la pas de question souci. avec le micro? Je disais donc, dans le magazine des carnets des rencontres du festival, il y a un petit QCM que je vous propose de vous partager en vous posant une petite question. Parfait. Quel est en moyenne l'écart de salaire entre les femmes et les hommes, réalisatrices, réalisateurs? A. Il est équivalent. B. Il est inférieur de 10% pour les femmes. Ou C. Il est inférieur de 42% pour les femmes. À votre avis, quelle est la réponse? Moi, je dirais C. C. Ouais, moi aussi. Et Malheureusement. effectivement, malheureusement, C'est énorme. c'est bien L'écart est énorme. c'est une bonne réponse et qui prouve, hélas, encore l'écart important entre les femmes et les hommes à ce niveau-là. Une petite précision aussi que j'ai oublié d'apporter tout à l'heure, puisque nous sommes encore une fois sur la rencontre de cinéma européen, sachez que les pays scandinaves sont à la pointe des représentations des femmes au cinéma, puisque la Suède, la Finlande et la Norvège sont les 3 pays européens avec le plus haut taux de femmes réalisatrices. Que puis-je dire d'autre de plus? Oui, nous avons parlé tout à l'heure du film L'événement. Donc l'événement, comme il a été rappelé, c'est un film donc, qui parle de l'avortement. Il a été primé lors de la dernière Mostra de Venise. Il a donc été diffusé pendant le festival. Je m'en vais vous retrouver l'horaire. Donc l'événement a donc été diffusé au cinéma Le Navire aujourd'hui à 13h30. Et ce film sera-t-il demain? Il ne sera pas demain malheureusement. Et ce film, vous le verrez, a fait beaucoup parler de lui pour son impact fort sur les spectatrices et spectateurs. Je vous laisse apparemment car de Alors vos du coup, invités. nous allons recevoir Sébastien Gallet. Non, tout va bien. F de Boise vient d'arriver. Mais non. Mais je peux pas lire de là. Ben, c'est pour ça. Sébastien Gallet, président de la Maison de l'Image. Voilà, installez-vous. Bonjour. Bonjour. Merci de remplacer au pied levé notre Petite notre interview invité. improvisée. Alors du coup, enchanté. Enchanté. Vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur la Maison de l'Image? Oui, donc la Maison de l'Image est une association donc, qui a 3 missions. Donc,
qui organise les rencontres des cinémas d'Europe donc depuis 23 ans, a également un circuit de cinéma itinérant qui est labellisé Art et Essai, qui gère 2 salles de cinéma à Tueil et Lussas, et qui intervient dans des villages avec un écran gonflable ou un écran mobile et pour amener le cinéma dans des secteurs où il n'y a pas de salle de cinéma. Et un circuit également l'été avec du cinéma sous les étoiles. Il y a une 60aine de projections en plein air qui est organisée. Et la 3e mission, c'est l'éducation à l'image. Donc avec des ateliers organisés auprès de scolaires, mais également dans des centres de vacances, des ateliers de création de films de cinéma d'animation ou des fictions. Et comment vous avez choisi vos focus de cette 23e édition? Donc du coup, la jeunesse dans le cinéma et les femmes dans le cinéma. Donc ça, c'est vraiment lié à la programmatrice qui est Cathy Géry, qui est la directrice également de la Maison de l'Image, qui élabore voit énormément de films, crée une programmation. Et il y avait vraiment cette envie de montrer les femmes au cinéma. Et donc avec 12 invités sur 22 qui sont des réalisatrices ou des professionnelles femmes qui travaillent dans le cinéma, et avec une 30aine de films réalisés par des femmes dans la programmation de 75 films. D'accord. Bah, bravo, c'est chouette. Et moi, j'étais pas là avant, mais les focus, c'était quoi, genre les festivals d'avant? Bah, le focus, en fait, c'est un partenariat avec Jean-François Bayard, qui est un professeur d'université, chercheur, et qui nous propose chaque année de réfléchir sur des thématiques cinéma et, donc cette année c'est politique et religion, mais les années précédentes, là de mémoire je n'ai pas forcément le thème de 2019, mais chaque année en fait c'est une invitation à la réflexion autour du Est-ce que vous cinéma. essayez d'avoir absolument des réalisatrices, d'essayer de faire moitié-moitié à chaque fois? Bah, là c'était propre à cette édition, mais on est beaucoup de toute façon dans l'idée de montrer, de donner la chance à des jeunes réalisateurs. Donc on a énormément de premiers films. On a beaucoup de films en avant-première aussi. Et c'est souvent des réalisateurs ou réalisatrices émergents, donc jeunes cinéastes et tout ça, qui ont peut-être un peu moins accès aux très grands festivals. Et voilà, ils viennent sur nos rencontres. La notion de rencontre est vraiment importante. On privilégie vraiment la convivialité, on a une 100aine de bénévoles. C'est vraiment un moment vraiment intense d'échange et de débat. Mais parce que sur cette édition, c'est chouette que ce soit plus de la moitié des femmes réalisatrices. Oui. Et du coup, pourquoi pas continuer les autres de toute façon, je pense que là, on est parti pour une longue série pour montrer, justement, donner plus de parité dans le cinéma. Parce que ça fait vraiment prendre conscience des choses. Oui, vraiment, en fait. Tout à fait. Sur la place des femmes au cinéma, c'est quelque chose de vraiment bien. Donc, on est ravis de cette première édition. Là, on n'est pas complètement dans les bilans, mais on sait déjà qu'on est en niveau fréquentation, on sera un petit peu en dessous de ce qu'on avait fait en 2019, mais vu le contexte, avec l'annulation de l'année dernière, le fait qu'on ait réussi à mener une édition, que tout s'est bien passé, on devrait être entre 15 et 16 000 spectateurs, donc c'est une vraie réussite. Et puis les gens sont ravis d'être là. On a des retours très positifs des professionnels qui sont venus, la 100aine de bénévoles qui viennent d'horizons complètement différents et qui se rencontrent autour du cinéma d'Europe. C'est un vrai bonheur de contribuer à ça et on est un peu une petite parenthèse enchantée, une bulle autour du cinéma. Donc on est ravis. Eh ben, merci beaucoup d'avoir sauvé un peu le... Du coup, c'est bien, je suis ravi d'avoir discuté avec vous. On va mettre, nous, pour enchaîner, le reportage d'hier. Le reportage d'hier qui est donc un petit... 2021 marque le retour des rencontres des cinémas d'Europe du 13 au 21 novembre. La 23e édition de ce festival, portée par l'association Grand Écran et la Maison de l'Image, en partenariat avec le cinéma Le Navire,
propose dans différents lieux une programmation de plus de 70 films européens produits dans l'année. De nouvelles expériences vous attendent, telles des expos photos, un cinéma-concert électroacoustique, une librairie, des espaces VR, des ateliers jeunes publics, des battles de courts-métrages. C'est aussi l'occasion de découvrir un cinéma militant et féminin qui saura traduire le travail des femmes dans le secteur de la culture et du cinéma en particulier. Alors, célébrons ensemble la diversité et la qualité des cinémas d'Europe et laissez-vous tenter par l'aventure. Bonsoir, vous Bonsoir. êtes au cinéma d'Europe. Vous pouvez me dire quel film vous venez voir ce soir? Je viens voir La fièvre de Petrov, un film russe apparemment. Pourquoi vous venez au cinéma d'Europe? Éventuellement que vous ne trouvez pas dans le cinéma plus populaire. Justement, la variété, le fait que vous pouvez voir des films qui viennent de toute l'Europe et ouverts à tous, en fait. Ça, c'est des films que jamais j'aurais eu l'occasion de voir s'il n'y avait pas ce festival ici en Ardèche, parce qu'en Ardèche, on ne fait pas qu'élever des chèvres. On a aussi la chance d'avoir un super festival et je vous dis, ça permet de s'ouvrir un petit peu sur ce qui se passe ailleurs qu'en France, parce que d'autres acteurs, d'autres ambiances, et puis des régions magnifiques, des pays magnifiques aussi à découvrir à travers le cinéma. De retour sur le plateau de la Web TV de Résonance, Cinéma d'Europe, Ève Dauboise nous a rejoint. Je vais vous présenter. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisatrice. C'est vous qui vous projetez votre film. C'est le film de clôture du festival, il me semble. J'en suis totalement ravie. Voilà. C'est Petite leçon d'amour. C'est demain à 17h30 au Navire. Vous avez fait une licence de droit à la base, si je ne m'abuse. Oui, c'est vrai que Il y j'ai a commencé longtemps, par ouais. là. Oui, c'est il y a un peu longtemps. Mais ceci dit, ça avait sûrement un sens pour moi, oui, Bah une oui, licence de certainement, droit. si vous l'avez fait. Vous êtes rentré aux Beaux-Arts. Oui, voilà. À la FEMIS aussi. Après les études de droit, j'ai bifurqué vers les arts plastiques. Et puis je suis rentrée à la FEMIS. Et finalement, je suis restée à la FEMIS. Et là, vous avez voilà. rencontré, il me semble, Riti Pan. Alors, comment ça se dit? Riti Pan, voilà. Je l'ai bien dit. C'est un nom Incroyable. cambodgien, voilà. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est une belle rencontre parce que vous avez écrit votre premier film avec lui. Oui, c'est ça. En fait, semble. j'ai commencé comme scénariste Ouais. et j'ai eu la chance d'avoir des expériences très différentes de façon parallèle et quand j'étais encore dans l'école, en fait, en formation. Et parce que j'ai rencontré Riti Pan dans cette école. Lui, voilà, cinéaste cambodgien avec, disons, il avait un projet très exigeant et donc voilà, qui était très intéressant pour moi, qui se tournait au Cambodge. Je suis partie au Cambodge et puis pour l'écrire et puis en même temps je travaillais pour la télévision. Du coup ça m'a pour une série et donc du coup ça m'a permis de faire des choix et de trouver vers quoi j'avais envie d'aller. Formidable. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'était très contrasté et Oui. ça m'a permis, moi, de savoir ce ouais. que je voulais vraiment faire, vers où je voulais aller. Donc, c'est intéressant comme formation, en fait, aussi, et comme travail, bien sûr. D'accord. Ensuite, vous avez adapté L'élève. Oui, Le voilà. film avec Vincent Cassel. C'était une chose assez difficile à faire, Ouais. parce que c'est vraiment l'essence c'est vraiment la littérature qui fait tout dans ce livre. Donc, ça aussi, c'était très intéressant à confronter. Et ensuite, vous avez collaboré avec Christophe Blanc, Maria de Medeiros. Ouais. Et ensuite, vous avez travaillé avec Jean-Claude Carrière, Daniel Thompson, Tony Marshall. C'est des beaux Oui, noms du tout ça dans un ordre. Voilà, c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais ça n'a aucune importance. Mais effectivement, tout ça, c'est un beau CV. Des expériences très passionnantes. Et vous avez réalisé plein de courts-métrages, enfin plusieurs en tout cas. Et en 2012, vous avez fait votre premier long-métrage, Paradis perdu. Oui, avec Olivier Rabourdin, Pauline Etienne et Florence Thomasin. D'accord. Et maintenant, vous enseignez aussi. Parallèlement, ça s'est fait parallèlement. En fait, on partage un peu. Je partage un peu l'expérience que j'ai acquise à la FEMIS, dans un atelier scénario. Voilà, c'est pour la formation continue. Donc, c'est des gens qui ont déjà des parcours. Et puis, on travaille ensemble sur le long métrage, sur l'écriture.
Donc voilà, je vous ai présenté un peu en gros. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à dire, mais on n'a pas le temps de tout dire. Ouais, c'est très bien. Mais du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de votre film La petite leçon d'amour? Oui, je peux essayer. En fait, j'avais depuis très longtemps, j'avais envie de réaliser quelque chose qui soit quand même de l'ordre de la comédie, qui soit dans la légèreté. Et puis, et du coup, voilà, j'ai écrit et réalisé Petite leçon d'amour. Parce que le pitch, du coup, c'est une personne qui rentre dans un bar et qui retrouve des copies de maths. C'est pas ça? Oui, en fait, c'est une rencontre entre une jeune femme, voilà, un peu perturbée, on va dire, avec une certaine dose de vaillance et de fantaisie, et qui est dans un moment un peu difficile de sa vie, et qui rencontre, par l'entremise de ce paquet de copies, en effet, qu'elle trouve par hasard dans un café, un professeur de mathématiques complètement au bout du rouleau. Et donc ces deux-là vont se lancer en fait à la poursuite disons dans une quête un peu folle tout au long d'une nuit. Ça se passe sur une durée limitée, et vont rechercher quelqu'un qui en fait est censé aller encore plus mal qu'eux, qui est une jeune fille qui est en danger. Et c'est ça l'argument du film, le point de départ. Merci. Donc on est sur un plateau sur la représentation des femmes au cinéma. Et du coup, on se demandait si vous aviez porté une attention particulière à la place des femmes, que ce soit dans votre film, que ce soit devant la caméra, derrière, dans votre équipe. Est-ce qu'il y a eu une attention particulière portée à ça? Oui, il y a certainement une attention particulière. Après, je ne conscientise pas tout de ce point de vue. Je conscientise une partie. Et puis, c'est un chemin, ça avance en plus. Quand on travaille, on confronte certaines questions en tant que femme, dans le cinéma, etc. Et donc, en tout cas, pour ce qui est de l'équipe, moi, ça me vient en fait tout à fait naturellement. Je me pose pas tellement cette question, mais il se trouve que j'aime bien travailler avec des hommes et avec des femmes. En fait, je vais vous faire ça comme réponse. Et la question, c'est plus d'inventer de nouvelles relations de travail sur ces questions-là entre les femmes et les hommes. Mais oui, il y a une attention particulière. Je pense que le film doit rentrer dans le cadre des nouvelles mesures de parité. Mais en fait, ça, c'est un cadre auquel moi j'adhère spontanément, naturellement, même presque sans y réfléchir. Mais quand il faut y réfléchir, je le fais aussi volontairement. Et puis, par rapport au film, je crois que c'est assez évident qu'il y a un personnage féminin au cœur du film qui est d'une grande liberté. Après ça, moi, j'essaye de préserver la mienne, c'est-à-dire que je ne travaille pas en fonction de choses qu'il faudrait faire ou qu'il faudrait dire, mais de plutôt ce que moi je ressens et de ce que j'ai envie de partager. C'est un peu abstrait comme réponse, mais... Oh non, je ne trouve pas. Je trouve que c'est important de donner sa propre vision dans son film. Nous, du coup, on s'est posé cette question ici. On a fait des micro-trottoirs. Du coup, on allait demander aux gens la place des femmes au cinéma. Du coup, on va vous passer 3 extraits. Et si vous avez une réaction, quelque chose à dire, ou soulever le problème, voilà. Écoutez le premier extrait. Ou pas. Qu'on ne devrait pas prendre une femme par rapport à un quota, mais parce qu'elle le mérite et parce qu'on a besoin de cette personne et de ses capacités, pas juste parce qu'elle est une femme. Moi, je suis pour les quotas quand il en faut. Voilà, c'est une réponse. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des cadres et qu'il faut les mettre en pratique après. Et que donc, il faut être un peu volontariste aussi. D'accord. Sinon, le temps passe et les choses ne bougent pas assez vite. D'accord, ok. On écoute le deuxième extrait ? Ça m'évoque que les films sont souvent réalisés par des hommes et que du coup, ça donne un point de vue sur la femme qui est... Après, je pense qu'il peut y avoir des femmes qui ont aussi un point de vue sur la femme ou des relations avec les autres femmes qui sont aussi, imprégnées de la société dans laquelle on vit. Donc, je crois que chacun d'entre nous a à réfléchir par rapport à ça. Ouais. Tout à fait. Mais disons que c'est quand même souvent la vision de l'homme. C'est ça que je pense que la personne veut dire au cinéma. Oui, j'ai bien compris. Mais en même temps, nous aussi, les femmes, faisons partie
cette... Ah oui, d'accord, je comprends. Ce que vous voilà, voulez dire. Ok. on peut pas penser ces questions sans conscientiser le fait qu'on est englobé dans une société où éventuellement ce regard est posé et où nous en faisons partie. C'est-à-dire D'accord, que je vois. nous sommes partie prenante aussi de la question de ce regard qui est posé sur les femmes. Mais ça, c'est un travail aussi, encore une fois, assez approfondi. Donc il faut... voilà. Les femmes ont aussi à le faire. C'est ça que je veux dire. Je comprends, ouais. Bien sûr. Voilà. On écoute le troisième extrait. Quand je pense aux scènes d'intimité, aux scènes de sexualité, aux scènes de violence sexuelle, etc., c'est toujours du même point de vue. C'est la suite de la phrase d'avant, en fait. Oui, oui, mais c'est vrai. Mais je comprends tout à fait ce que veut dire cette personne. Et en effet, comme cinéaste, on a, en tout cas, qu'on soit une femme ou un homme, réfléchir aujourd'hui à la façon dont, au regard posé sur les femmes et sur les hommes. Voilà. C'est extrêmement important et de sortir d'un certain nombre de clichés. Sinon, Oui. en effet, les choses n'avancent pas. Bien sûr. C'est à moi. Bien non, c'est à Émeric, puisque Émeric a encore quelques chiffres à nous donner. La chronique d'Émeric. Bien, bonjour et rebonjour. Je me suis à nouveau encore penché sur de nouveaux chiffres grâce à ma précieuse popcorn machine. Et bien, un constat est paradoxal, car figurez-vous que dans les écoles de cinéma, 55% des personnes étudiantes dans ces écoles sont des femmes et 44% en sortent réalisatrices, ce qui est des chiffres très positifs. Pourtant, on ne compte que 30% de femmes dans des postes, 30% de femmes travaillant dans le secteur du cinéma. Savez-vous d'ailleurs quel est le poste où les femmes sont le plus souvent représentées dans le cinéma ? Vous allez me le dire. Je ne voudrais pas commettre d'impair. C'est le poste de femme script où on compte 96% de femmes à ce poste, suivi des postes de costumière et coiffeuse. Alors qu'on compte malheureusement que 27% de scénaristes femmes et 21% de personnes dirigeantes de sociétés cinématographiques à l'inverse. Voilà, c'est tout pour moi. Et je vais vous quitter désormais pour étudier le monde des images cette fois. Je reviendrai vers vous pour vous donner de nouvelles informations. Merci. En attendant le retour d'Émeric, on a trois petites questions à vous poser. Ces petites questions, vous allez y répondre, mais on va aussi vous laisser avoir un regard critique là-dessus. Voilà. Donc, ce sont des questions que je pense que vous connaissez. Par rapport à votre film, est-ce que dans votre film, 2 femmes sont nommées ? Est-ce qu'il y a dans votre film 2 personnages féminins qui sont nommés ? Qu'est-ce que vous voulez dire par nommer ? On connaît leur nom. Est-ce qu'on connaît leur nom ? Est-ce qu'elles ont un nom de famille ? C'est une bonne question. Mais, vous ne savez pas ? Si, je sais, parce que le personnage central, elle n'est nommée que tard. Elle est nommée, oui, elle s'appelle Julie, et le personnage masculin l'interpelle à un moment donné, mais le moment où il découvre, ce sont 2 personnages qui se rencontrent, qui ne se connaissent pas, et donc le moment où il découvre qu'elle s'appelle Julie est ellipsé dans le film. Mais oui, il l'appelle Julie à un moment donné. Elle est nommée. Et ensuite, oui, il y a quelqu'un qui cherche, que tous les 2 cherchent toute la nuit et qui a un nom aussi. D'accord. La deuxième question, c'est de savoir si ces 2 femmes qui sont nommées ont une discussion ensemble. Ah non, parce qu'elles ne se croisent jamais dans le film, donc elles ne peuvent pas avoir une discussion ensemble. C'est sûr. C'est l'histoire qui veut ça. Et donc, il fallait, en dernier point, c'était est-ce que la conversation portait sur un homme ? Donc, c'est les questions d'un test dont Émeric va nous parler tout de suite. Et on en rediscutera après. Eh bien, rebonjour. Effectivement, vous évoquiez le test de Bechdel tout à l'heure. Eh bien, je vous propose de vous en parler un petit peu plus en détail. Celui-ci fut inventé par une autrice de bande dessinée américaine, Alison Bechdel, dans les années 80, dans sa série Lesbienne à suivre.
Donc ce procédé il s'avère effectivement très utile pour indiquer le niveau de sexisme des films. De nombreuses superproductions américaines échouent à ce test, comme par exemple Avengers ou 50 nuances degrés, qui sont les 2 premiers films les plus importants à échouer à ce test. Il y a encore d'autres tests pour dénoncer l'appropriation masculine sur la place des femmes dans le cinéma, comme par exemple le test du Furiosa ou le test de la lampe sexy, qui consiste à remplacer un personnage féminin important par une lampe pour voir si cela modifie l'histoire ou non. Voilà, des procédés bien sûr à éprouver dans les films pour vérifier ou non s'ils s'avèrent utiles, mais il semble que cela soit le cas. À l'ère du mouvement MeToo, des affaires Weinstein et Polanski, ou encore avec des revendications comme Adèle Haenel lors des derniers Césars, une problématique est mise en lumière, c'est celui du male gaze, ou regard masculin en français. En effet, on se rend compte que dans l'industrie du film, de nombreux films sont portés par des hommes imposants, le plus souvent leur regard masculin sur celui des femmes, où celles-ci apparaissent souvent comme des objets de désir uniquement ou des faire-valoir. Cette théorie est défendue par une autre américaine, Laura Munley depuis 1975, mais aujourd'hui, elle s'avère plus que jamais d'actualité. Je vous laisse désormais pour étudier encore de nombreuses informations sur le cinéma. Et je vous dis à bientôt. Au revoir Émeric. Donc je vous laisse réagir quand même à tout ça. Je pense que vous avez des choses à dire. En fait, pour ma part, je trouve que ces études sont extrêmement intéressantes et que c'est très bien qu'elles existent. Après, en tant que créatrice, je suis pour la liberté. Donc là, pour le coup, à l'intérieur des créations, je pense qu'il faut se sentir absolument libre, que les personnages soient comme on... Voilà, que le sens soit celui qu'on souhaite par rapport à ce qu'on souhaite créer. Mais l'autre chose qui me frappe, c'est que je suis invitée, si je retourne un peu vos questions, c'est vrai, je suis invitée et en tant que femme, on ne me parle que de ma position de femme et de ce que je pense du féminisme. Et je suis tout à fait là pour vous dire que j'en pense le plus grand bien et que je suis féministe. Mais c'est vrai que je ne crois pas qu'à un homme, on poserait toutes ces questions sur sa place d'homme dans le cinéma. Et c'est fort dommage, parce que si on pouvait interviewer les hommes sur ce qu'ils vivent en tant que professionnels dans le cinéma et quels sont leurs rapports avec les femmes et comment ils les filment et qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui, ça serait tout aussi intéressant. Et voilà, donc c'est ce que je peux dire très gentiment. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'on a organisé un plateau qui était exclusivement sur la place des femmes au cinéma pour leur rendre honneur, parce qu'on en parle peu et on vous a invité pour en parler. Et je comprends que vous ayez envie de parler d'autre chose. Et on a regardé... Non, c'est pas que j'ai envie de parler d'autre chose, c'est que vous me demandiez quel était mon regard critique sur tout ce que j'ai entendu, et donc je vous répondais, mais vraiment avec... et en même temps, je trouve que c'est tout à fait légitime votre démarche. Et on se disait aussi dans un petit film qu'on a regardé tout à l'heure qu'en se posant la question aujourd'hui, demain on n'aurait peut-être plus à se la poser parce qu'on aurait fait évoluer le regard des gens. Voilà. Et est-ce que, donc, pour reprendre cette petite interview, on se demandait si on a parlé de regard masculin. Est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à amener? Qu'est-ce que ce serait le regard féminin, au lieu du male gaze, avoir un regard féminin, ça changerait quelque chose pour vous dans un film? Est-ce que vous pensez que vous avez réalisé différemment qu'un homme, par exemple? En fait, pour moi, le pire, c'est les cases. Et c'est induire, sur le plan de la création, je ne parle pas de la question des équipes, de la parité dans le travail, dans la parité dans la profession. Ça, c'est très important. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je serais même plutôt favorable à des quotas, des mesures, et d'ailleurs il y en a à l'heure actuelle dans diverses institutions. Ce travail s'est fait ou est en train de se faire, et ça je suis plus que favorable, et même je le défends dans différents contextes. Mais en revanche, sur le plan de la création, je suis tout à fait contre, ça ne sert à rien de dire ça, c'est absurde d'être pour ou contre, mais encore une fois, je pense que la liberté de création, elle peut passer parfois aussi par des choses qui sont troubles, qui ne sont pas conventionnelles.
et qu'il faut laisser ceci agir, voilà, D'accord. sans s'en mêler. Oui, merci beaucoup. C'est important ce que vous dites en fait. Même, je trouve que c'est important. Et pour finir, on va vous diffuser des images. Et c'est par rapport à votre parcours. Et vous pouvez faire un petit commentaire ou une anecdote sur les images qui vont défiler. Ça marche? Je vais essayer. Ouais, c'est parti. Oh bah, ça, c'est une image qui m'émeut beaucoup parce que ça me rappelle justement le début de mon travail comme scénariste. Et c'était une expérience très forte à différents points de vue, et notamment à travers ces voyages. Enfin, l'image voilà, qu'on voit dans le film, ça m'évoque ces moments que j'ai passés aussi à découvrir une autre culture. Écrire sur place, c'est pas donné. Enfin voilà, surtout que j'étais jeune femme, jeune scénariste. Au Cambodge. J'ai écrit en France, Ouais. une coécriture avec Ritipan, mais c'était beaucoup moi qui tenais la plume. Et en fait, ensuite, il m'a emmené, on peut dire ça comme ça, confronter ce que nous avions mis en place, une première version de scénario qui avait obtenu un prix déjà. Donc voilà. Mais on est parti sur place parce qu'il fallait que je découvre toute cette réalité que j'avais découverte de façon livresque et avec les témoignages de Riti. Il fallait que je la découvre sur place. Et donc, c'était une expérience extrêmement forte qui a réenrichi, évidemment, l'écriture et le film à faire. Et là, jamais, du coup, c'est vraiment pour votre premier film en tant que scénariste. Pardon C'est vraiment votre premier film en tant que scénariste? Pour le cinéma, c'est mon premier film en tant que scénariste. Oui. D'accord. On passe à la deuxième image? Alors, ça, c'était une expérience très, très différente parce qu'au départ, ce n'était pas une coécriture. C'est un projet que m'avait proposé une productrice. Donc, c'est assez atypique en France. Ça se fait peut-être un petit peu plus maintenant, mais c'est encore assez rare. La plupart du temps, on est dans des coécritures et c'est plutôt un réalisateur qui amène un projet. Et là, c'est une productrice qui m'a demandé d'adapter ce livre. Et donc, j'avais un peu le vertige de la liberté. Et j'ai découvert cet écrivain incroyable qui est Henry James, et qui n'est pas si facile à adapter, bien qu'il y ait eu plein de films extraordinaires qui ont été tirés de ses œuvres. Mais moi, j'ai découvert qu'en tout cas, le texte que je devais adapter, c'était pas si simple parce que ça repose vraiment sur le littéraire dans son essence, la façon dont Henry James écrit. Il y a des personnages très forts, mais c'est une écriture extrêmement complexe. Et du coup, c'était très, très intéressant à faire. D'accord. Troisième image? Alors, une famille formidable, j'allais dire c'est mignon pour moi parce que je vois, en fait, moi j'avais donné, c'était aussi parmi vraiment mes toutes premières expériences. En même temps que j'écrivais Les gens de la rizière avec Ritipan, en même temps, je travaillais sur une famille formidable. Donc c'était vraiment, c'était un petit peu le grand écart et c'est intéressant quand on est scénariste et jeune scénariste, c'est ça. Mais ça me touchait la photo parce que c'est quand même des acteurs formidables, du coup, que ce soit Annie Dupéret ou Bernard Lecoq. Et en fait, dans le film, ils ont des prénoms de gens que moi j'ai aimés. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Et moi, j'avais participé à la Bible de l'écriture des personnages. Et là, je m'étais beaucoup amusée. Vous êtes à l'origine de la série? En commun. On était 4 jeunes scénaristes, en fait, qui venaient d'horizons différents. Moi, je venais du département scénario de la FEMIS et les autres venaient éventuellement d'autres horizons. Et donc 4 jeunes scénaristes, on avait commencé par là pour cette série, on avait créé ces personnages. Et donc c'est vrai que c'est en ce sens, à l'époque, j'y avais mis des choses très personnelles, même si après beaucoup d'autres scénaristes se sont emparés de ces personnages-là. Parce qu'il y a 14 saisons. Oui, mais moi j'ai participé en fait à la création des personnages et j'ai écrit un épisode, voilà. Et après, je suis partie vers d'autres aventures. D'accord. Dont celle-là, je pense qu'on va voir après. Alors, Paradis perdu, c'est un film que j'ai écrit, mais c'est aussi mon premier film comme réalisatrice. Et donc, ça me touche beaucoup. C'est Paradis perdu, ça dit bien ce que ça veut dire. Ouais. C'est des choses auxquelles on dit adieu, hein, quand même. Donc, il y a un peu de mélancolie pour moi quand je vois cette image. Et puis aussi, Pauline Etienne, qui était une rencontre... on a sa photo normalement. Qui incarne le personnage principal. Ouais.
Ça c'est pas elle. Mais Alors Florence Thomasin. Elle arrive après, voilà. Alors Pauline Etienne, voilà, qui moi quand je l'ai rencontrée, il fallait un personnage très très jeune pour mon film. Elle était un peu plus âgée, mais elle avait quelque chose d'incroyablement juvénile, encore plus qu'elle n'était. Et c'est quelqu'un, enfin voilà, moi quand je savais que toutes les scènes que j'allais tourner avec elle, j'étais complètement en confiance et dans le plaisir, parce que c'est quelqu'un qui habitait les scènes et que le personnage habitait d'une manière extrêmement sûre en fait. Voilà, elle-même, elle a une exigence et c'est une personne qui a de la poésie de façon intrinsèque, j'ai envie de dire, en elle. C'est un peu une jeune poète. C'est une actrice, mais c'est une jeune poète. Donc et l'autre actrice, Flora et Florence Thomasin. Voilà, j'ai eu un coup de foudre pour Florence Thomasin quand je l'ai rencontrée. Et je me suis dit, voilà, c'est elle que je veux pour jouer cette mère qui, dans Paradis perdu... elle a un regard et un visage particulier, enfin, c'est fort. Oui, elle est à la fois, elle a une beauté incroyable, et puis elle a une voix aussi, quand on l'entend, là c'est une photo, mais bon, on connaît sa voix un peu rauque, et elle a une présence incroyable, et voilà. Et, c'est quelqu'un de très fort, et qui en plus, petit souvenir personnel, elle a été présente tout le temps, même quand elle ne jouait pas, même quand ce n'était pas ses scènes. Elle venait tout le temps sur le plateau, sachant que le plateau, c'était en extérieur, parce que c'est un film qui se passe quasiment complètement dans la nature. Et en fait, Florence était tout le temps là. Elle avait un chien, d'ailleurs, qui de temps en temps aboyait, donc c'était un petit peu compliqué, mais elle arrivait à le faire taire, à le calmer. Mais en fait, elle était là, et elle était un soutien, même dans ces moments où elle ne jouait pas. Et elle était un soutien, je voyais son regard posé sur mon travail. Et puis d'ailleurs, elle m'avait dit, ça m'avait beaucoup touchée, qu'elle avait ressenti qu'elle n'avait jamais été autant regardée. Voilà. Là, on parlait du regard féminin tout à l'heure. Alors peut-être qu'il y avait ça entre nous aussi avec Florence. Et c'est comment justement j'étais attentive. Peut-être c'était ça qu'elle voulait dire. D'accord. Je crois. On peut passer à la dernière image. Alors, moi, je suis myope, donc il faut que... Ah oui, Jeonju, c'est ça. Ouais, c'est Jeonju. Ah bah oui, Jeonju, c'était une belle surprise. C'est donc en Corée du Sud. Vous avez reçu un prix. Et oui, on a reçu le grand prix de la compétition internationale. Et voilà, c'était une très belle surprise. Je ne m'y attendais pas du tout. Et j'ai l'impression que le film, d'ailleurs... ça m'a fait plaisir qu'il touche particulièrement là-bas, en Asie, où moi j'ai de l'admiration énorme pour le cinéma asiatique. Et du coup, ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Ben, bravo, félicitations. Eh ben, merci. Ben, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et c'était super de vous entendre répondre à nos questions, de nous amener votre point de vue. Très bon moment, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Puis on remercie le Festival Cinéma d'Europe, Résonance, la Maison de l'Image, tous les cadreurs, toute la jeunesse, toute la les régie. Au revoir et bonne fin de festival. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.